Quand j'ai la diffusion, ça n'a pas l'air de marcher. C'est quoi cette histoire? Oui. Tech. Normalement, on doit m'entendre. Ça vient pas tout de suite. Là, c'est bon. Alors, écoutez, on va démarrer. Vous pouvez intervenir en posant quelques petites questions par le chat. Merci Thierry de me confirmer que tout est OK. L'autre fois, j'ai démarré, je n'avais pas le son. Donc, c'est bien de confirmer. Et donc, écoutez, on va commencer. Vous devez voir mon écran et on va attaquer ce webinaire. Donc, voilà, bon, le début d'année est bien entamé quand même, mais bon, petite piqûre de rappel, on va dire, sur la sauvegarde, bien sûr, la protection de vos données, les bonnes pratiques à respecter si possible. Je pense que tout le monde n'est pas encore bien en place à ce niveau-là. Il y a des choses à essayer vraiment de respecter. On va parler évidemment de la règle des 3-2-1, règle des 3-2-1-1 chez Arserve, et tout ce qui tourne autour du renforcement de votre solution de sauvegarde. Et on fera aussi une petite intro, bien sûr, sur les problématiques du moment des attaques cyber, évidemment, qui restent un sujet de préoccupation majeur. Donc Arserve, en 2023, on va peut-être fêter notre anniversaire, bientôt 40 ans d'existence dans le domaine de la protection des systèmes d'information. Voilà, donc preuve s'il en est d'une certaine capacité de résilience dans ces environnements des fois un peu compliqués qui sont l'environnement de l'informatique. Donc bon, la résilience, c'est un sujet puisque c'est aussi, j'ai envie de dire, les préoccupations aujourd'hui au niveau des solutions de sauvegarde qui sont des cibles des attaques cyber, souvent qui sont des points qui peuvent être vulnérables, sur lesquels il faut travailler. Et voilà, jusqu'à présent, nous, on propose, on développe, on fabrique, on supporte des solutions de protection des données, mais il faut aussi se préoccuper du bon fonctionnement de ces solutions-là et de leur pérennité et de leur résilience de manière globale. Donc ça passe par différents axes de développement chez nous et qui à la fois doivent s'améliorer, rentrer dans des niveaux de complexité, des fois en termes de sécurité, de support des environnements qui sont croissants, mais tout en permettant de retrouver ces données, retrouver ces systèmes de manière simple, toujours permettre la disponibilité et voilà, donc une espèce de challenge, un peu un défi entre les environnements qui se complexifient, la croissance des données et d'avoir des solutions qui restent accessibles, surtout quand on en a besoin, en général dans des situations qui peuvent être assez critiques. Donc ça, c'est un peu nos axes en permanence. En 2023, là, on commence l'année avec la sortie du DP9, qui garde, je dirais, la philosophie en termes de console de gestion, de manière de piloter tout ça, mais qui va plus loin sur les niveaux de protection, sur SQL, sur Oracle, différentes petites choses. Voilà, donc j'ai pu faire des webinars sur UDP9 il y a quelques jours. Voilà, si ça vous intéresse, c'est des sujets sur lesquels on pourra revenir. Les enregistrements devraient être disponibles. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez voir des choses sur le sujet et les nouveautés, notamment de UDP9. L'évolutivité va aussi dans la direction de support d'environnements qui sont pas nouveaux maintenant, mais bon, sur lesquels il y a une prise de conscience. Je pense à tout ce qui est Microsoft 365. Le fait que beaucoup d'entre vous travaillez avec des environnements et des applications SaaS donc dans le cloud, avec les données donc hébergées chez des hébergeurs, chez des gens comme Microsoft, Google, Amazon, etc. 365 est évidemment une partie importante. Donc, on continue bien sûr à travailler là-dessus. Ça, c'est un sujet de webinaire à part entière, la sauvegarde de Microsoft 365, puisqu'on a une solution spécifique pour ça. Donc, bon, voilà, pareil, si c'est des sujets qui vous intéressent, revenez vers nous.
C'est un des sujets principaux du moment aussi, cette protection de vos données, Teams, SharePoint, OneDrive et bien sûr les boîtes aux lettres. Alors, un petit peu, une petite aussi, une nouvelle piqûre un peu sur tout ce qui est contraintes et risques aujourd'hui au niveau des attaques cyber principalement. Il y a quelques années, quand on parlait de systèmes de sauvegarde, on parlait souvent de risques de feu, de sinistres dans les salles. Là, les sinistres, on va dire, c'est plutôt des types d'attaques, tout ce qui est ransomware et compagnie. Donc bon, voilà, il faut le faire avec. Mais c'est pas simple du tout. C'est des choses qui sont connues puisque les virus, etc. C'est pas des choses qui sont nouvelles. Ça fait longtemps qu'on a à faire face, mais j'ai envie de dire tout ce qui était attaque jusqu'à un certain moment, c'est des choses qui pouvaient aller mettre du bazar dans les systèmes. Mais on n'était pas encore dans un mode mafieux, on va dire, attaque dans le but de récupérer de l'argent et voilà, de faire c'était pas, ça pouvait être un business. Enfin, il y avait une vision un petit peu pirate, un petit peu hacking technique, qui s'est quand même là ces dernières années bien transformée en activité commerciale pur jus, à travers l'extorsion de données et de hacking des systèmes. Donc ça, c'est un petit peu malheureux, mais voilà, il faut faire avec. Et surtout, il faut aller jusqu'à renforcer nos systèmes. Donc un des sujets qui fait aussi l'objet de webinaires à part entière, c'est le sujet du stockage immuable. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'y reviendrai un tout petit peu quand même, parce que les systèmes, les logiciels qu'on propose en termes de sauvegarde font une partie du travail, mais bien sûr, une bonne partie dépend aussi de l'environnement sur lequel ils fonctionnent. Et je dirais le bon fonctionnement de nos logiciels dépend aussi des fois du bon fonctionnement et de la bonne adéquation avec les environnements. Donc on parle des fois d'appliances, pour ça, des systèmes qui intègrent le plus de choses pour que ce soit supporté au maximum. Mais voilà, il faut voir ça un petit peu aussi dans la globalité. Donc pour revenir aux attaques cyber, effectivement, les contraintes, les risques, on les connaît, hein. C'est bien sûr tout de suite la perte financière qui résulterait du besoin de payer une rançon qu'on vous demanderait. On parle moins souvent de la réputation aussi, la perte de réputation d'une entreprise et qui fait que du coup, on n'est pas forcément au courant de toutes les entreprises d'ailleurs qui subissent des attaques cyber. Les dernières dont on a pu entendre parler, si vous vous rappelez, pour moi, c'était fin d'année dernière, un hôpital à Versailles qui s'est fait hacker. Les hôpitaux ont pas mal souffert aussi, effectivement, de ce type d'attaque. Voilà, après, je dirais, il y a d'autres entreprises qui se font hacker dont on n'entend pas forcément parler. Puisque dans l'attaque cyber, ce qu'on peut appeler le brand shaming, fait que voilà, la possibilité d'avoir une image de marque qui est atteinte, ça fait partie de l'attaque elle-même. C'est-à-dire que la rançon, dans les arguments de récupération de rançon, c'est non seulement je vous empêche de travailler, j'ai hacké vos données, j'ai fait de l'encryption, je vous les redonne si vous payez, mais en plus, je peux divulguer des choses, je peux pourrir un petit peu votre image au niveau du marché. Donc je dirais, tout est bon pour essayer de gagner de l'argent et optimiser ce business. Et donc, charge aux entreprises de s'en sortir. Donc, et voilà. Donc après, selon les cas de figure, les attaques vont taper sur différents environnements. On a pu, alors, attaque sur le logiciel plus susceptible de se produire qu'une catastrophe. Oui, certainement, statistiquement pour le moment. Après, des catastrophes, on en a pu entendre parler. Là, on mentionne effectivement dans le chat OVH, qui pour le coup a subi un incendie, je ne sais plus, enfin, ça date un petit peu maintenant, mais qui a quand même bien fait parler de lui, puisque pour le coup, c'est un hébergeur français qui est quand même assez connu. Et voilà, pour le coup, là, on était vraiment dans un cas de sinistre, j'ai envie de dire à l'ancienne, entre guillemets, de feu et qui a finalement détruit des milliers de machines virtuelles, hein, de serveurs hébergés. Et donc, on était quand même dans une catastrophe assez classique. Et pareil, là, on était sur
problématiques de sauvegarde qui n'étaient pas bien en place, qui auraient pu sans doute éviter pas mal de soucis aux clients d'OVH. Donc on est quand même encore, j'espère que ça va changer là au fur et à mesure de l'année, mais sur des situations de configuration de sauvegarde qui restent quand même assez vulnérables. Des gens qui sauvegardent qui déposent leur backup sur du stockage NAS classique, un petit peu entrée de gamme, un petit peu trop accessible, qui vont pas forcément faire de deuxième copie, même si la seconde copie de sauvegarde, bon, je pense que c'est un principe qui est de plus en plus répandu, mais tout le monde ne le fait pas parce que bah, voilà, il peut y avoir un coût, on y reviendra, il peut y avoir d'autres contraintes derrière, bien sûr. Bah, le fait est, c'est que les attaques nous ciblent malheureusement en premier en fait. Donc je dirais que dans les bonnes pratiques, s'il y en avait une aujourd'hui à retenir, en dehors même de mettre, voilà, de prendre de la réserve, nos produits, etc., c'est déjà de se positionner et de se projeter dans une situation où vous seriez hacké, vous seriez mis à mal, où vous ne pourriez plus accéder à vos données et vous auriez sur votre écran d'ordinateur le fameux message qui vous invite à payer une rançon en Bitcoin, aller vous connecter sur un site et payer, et en croisant les doigts que si éventuellement les gens vont vous remettre en place vos données. Donc se projeter là-dedans, c'est déjà faire un bon début de travail derrière pour déjà préparer la phase de récupération et voir à quel point on peut être résilient et on peut continuer son activité par rapport à une situation comme celle-là. Mais voilà, tant qu'on ne s'est pas mis en situation, alors j'ai envie de dire l'idéal entre guillemets, ceux qui sont les plus aguerris, c'est ceux qui ont subi des attaques et qui, pour le coup, ont le vécu qui va bien qui n'ont pas besoin de se projeter puisqu'ils ont ce vécu. Et en général, c'est suite à ça on voit des évolutions et des projets de mise à jour majeure de leurs solutions de protection. Donc ça, bon, ça c'est des points importants. C'est là où effectivement nous on a pu, c'est l'année dernière, pas mal, proposer du stockage immuable, renforcer les solutions par des copies cloud ou sur du stockage immuable, encore une fois. Ça, effectivement, quelque part, c'est les effets qu'on a pu constater l'année dernière et l'année d'avant, notamment actuellement où on a rajouté dans notre gamme le stockage immuable, entre autres. Mais bon, pas que. On a pu voir aussi des gens qui retournaient un petit peu sur la copie sur bande. Voilà, qui reste un support assez intéressant pour tout ce qui est contre les attaques cyber, notamment. Donc bon, si on fait un petit point rapide donc sur la situation et les environnements, bon bah évidemment la complexité liée à la croissance énorme des données ces dernières années, le fait que les attaques cyber, c'est, je dirais, la menace principale que vous pouvez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré dans les systèmes. Et peut-être un point à mentionner quand même, c'est que malgré tout, enfin pas malgré tout, mais en même temps, si vous voulez, faut pas oublier que l'idée, c'est quand même de ne pas multiplier les systèmes au point de suraugmenter en énergie, en électricité, en refroidissement. Et voilà, il y a un petit aspect écologique qui est quand même présent. Et même dans un éditeur, chez un éditeur comme Arserve, quand on travaille par exemple sur l'optimisation du stockage, la déduplication, le type d'appliance, de stockage, de matériel qu'on propose derrière, il y a cette notion-là à un moment donné voilà, d'être pas non plus, de pas mettre tous les moyens, de pas avoir de sortir l'artillerie lourde dans notre solution et d'être aussi efficace en matière d'économie d'énergie, j'ai envie de dire, liée à toutes ces activités numériques. Donc les contraintes, bon voilà, c'est la croissance, là j'ai envie de dire, là nous on n'y peut pas grand-chose. Par contre, on va pouvoir la compenser en traitant, en optimisant énormément l'espace de stockage qu'on occupe en sauvegarde. Ça c'est un point fort de Arserve UDP. Il y a quelques années, on mettait en avant le fait que ça permettait de réduire les coûts d'investissement en stockage pour copier ses backups.
Là, on pourrait rajouter cette brique effectivement un petit peu écologique sur le fait d'éviter d'avoir énormément de disques à mettre en place pour stocker des backups. Résilience, bien sûr, des systèmes. À partir du moment où on est une cible d'attaque, il faut qu'on ait tout ce qu'il faut pour pouvoir parer à cela. Voilà, travailler avec la partie infrastructure de manière à ce qu'elle reste assez légère en termes d'empreinte carbone. Alors même si nous on reste éditeur, on travaille avec des partenaires sur la partie matérielle puisqu'on propose des appliances. J'ai parlé de stockage immuable tout à l'heure. Donc effectivement, on a des boîtiers qui proposent du stockage en mode objet immuable. Donc ces boîtiers-là vont répondre aux normes aujourd'hui en termes de qualité, d'économie d'énergie. Parce que on travaille en gros avec un des plus gros constructeurs qui est présent sur le marché aujourd'hui. Alors, voyons un petit peu après cette introduction là, sur la situation sur les solutions qu'on propose. Bon, j'ai évoqué là sur 2023, sortie du DP9. On aura, à mon avis, peut-être après cet été, je pense, d'autres mises à jour sur nos solutions de backup dans le cloud. Donc, en bas à gauche, on a une offre qui est issue de la fusion avec StorageCraft, qui date d'il y a 2 ans maintenant. Une offre qui propose de backuper des données directement dans le cloud. Donc, pas besoin qui vous évite d'avoir une infra de sauvegarde chez vous. Ça, voilà, on parle d'SPX, Shadow Protect, OneSafe Solo. Ça, c'est des choses qui vont bouger dans les mois qui viennent. Je passe aussi rapidement sur SaaS Backup, qui est la solution SaaS, alors 100% cloud, mais qui est vraiment la solution aujourd'hui, qui est un leader sur le marché pour backuper tout ce qui est application elle-même cloud, donc comme Microsoft 365. Mais aussi Salesforce, on va prendre du Dynamics, on va prendre du Google Workspace avec SaaS Backup. Donc ça, c'est un sujet à part entière. C'est une technologie tiers pour tout vous dire. Voilà, on a des webinaires là-dessus. C'est aussi un des sujets importants, le fait que vous ayez utilisez beaucoup de données en mode SaaS, que ce soit même chez Microsoft, c'est pas pour autant que les éditeurs comme Salesforce, Microsoft proposent de manière native facilement la partie sauvegarde. Donc, nous, on peut vous la proposer de manière simple, de manière plutôt économique, assez peu coûteuse. Donc, à retenir. Cloud Direct, ça propose aussi des backups directement dans le cloud, un petit peu comme les solutions à gauche, mais sur des environnements un peu plus conséquents. UDP, c'est là où, voilà, où on peut continuer à travailler ensemble. C'est la solution de sauvegarde que vous déployez sur vos sites pour protéger vos systèmes d'information. Protéger vos machines virtuelles, vos serveurs physiques, les Windows, les Linux, les applications. UDP, donc, qui a vocation à fédérer un maximum de choses, donc c'est Universal Data Protection, qui va d'abord backuper sur disque, avec des notions de performance, qui ensuite va pouvoir gérer des copies, on y reviendra avec la règle des 3-2-1, des copies sur d'autres types de stockage, immuables, bande, cloud aussi, avec une offre qu'on appelle cloud hybride. On propose d'envoyer des copies de vos sauvegardes sites chez Amazon, pour tout vous dire. Voilà, donc là, il y a vraiment la solution complète sur laquelle, voilà, il y a probablement du travail à faire des fois sur certains sites pour renforcer la solution, la rendre la plus résiliente possible, parce que le produit fait des choses, mais voilà, il y a la partie stockage, la partie infra qui est importante à travailler. Donc bon, la technologie IDP, même en IDP 9, je dirais la manière de sauvegarder, elle n'a pas bougé plus que ça. Elle est à peu près commune à tous les produits de backup aujourd'hui que vous avez, qu'on peut rencontrer chez les concurrents. Tout le monde fait du backup en mode bloc, cliché de machine source, cliché de serveur physique. C'est traité en incrémental bloc. Après, là où on va se différencier, où les produits se différencient entre eux, c'est la manière dont sont traités les incréments, blocs, la manière dont ils sont déposés sur disque, dans la manière dont tout ça évolue dans le temps, avec la rétention, l'indexation. Là, chaque produit a un petit peu sa manière, ses qualités et des fois ses défauts.
Donc, ce qui est important, bien sûr, c'est de prendre bien ça en conscience et puis d'adapter l'infra et de faire en sorte que la solution réponde au mieux à chacune de vos problématiques. Là où Arserve reste quand même très pertinent, à mon avis, c'est sur des aspects économiques de la solution. Vous avez quand même une solution qui fait énormément de choses et qui reste quand même très, très abordable, à la fois en coût, mais aussi en utilisation. C'est-à-dire que la console reste plutôt simple, elle n'a pas changé de tête depuis pas mal de versions d'ailleurs. Entre parenthèses, la V9 propose une nouvelle console qui peut fonctionner en mode cloud. Donc on va vers le fait que une solution de sauvegarde comme UDP puisse se gérer depuis une interface gérée sur Internet, donc hébergée chez Arserve, mais qui permet de piloter votre infra de backup chez vous. Ouais, en gros, vous déportez le fait d'avoir une console chez vous en propre vers une console utilisée dans le cloud chez Arserve. Donc on est au début de cette nouvelle console. Voilà, selon les cas, ça peut être opportun pour vous d'aller vers cette console si vous faites du multi-tenant, par exemple, gérer des utilisateurs sur différents sites. Si vous êtes un fournisseur de services, un MSP qui veut gérer infogérer la sauvegarde de différents clients, voilà, cette nouvelle console cloud a pas mal d'intérêt. Mais ça, c'est un sujet à part entière sur lequel j'ai fait un webinaire. Vous pourrez le retrouver, je pense, sans problème. Alors la solution, là, on parle de bonnes pratiques un petit peu à mettre en place. Comme je le disais un petit peu, c'est pas le produit qui fait tout à lui tout seul. C'est un petit peu l'ensemble des choses que vous allez mettre en place pour être prêt et pour rendre votre système le moins vulnérable possible vis-à-vis notamment des attaques, bien sûr, et d'autres facteurs de risque. Donc ça passe par une couche de cybersécurité où vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, protéger vos serveurs de backup, par le serveur principal de backup où sont hébergées les copies la première copie de backup, avec des outils de type cybersécu. Et pour ça, on a préféré travailler avec un éditeur que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Sophos. Et en gros, quand vous mettez en place Arserve sur une machine, le serveur de sauvegarde, on vous donne une licence gratuitement, c'est cadeau, du produit Intercept X de chez Sophos, qui est une solution qui est plutôt reconnue en matière d'anti-ransomware, d'analyse comportementale. Ça embarque les dernières technos aujourd'hui de détection, tentative d'intrusion, etc. Voilà, ça c'est la première ligne de défense que nous on met sur nos serveurs, sachant que vous, dans vos réseaux, là je ne suis pas allé là-dedans, mais dans vos bonnes pratiques, bien sûr, vous avez toutes les bastions, les protections en amont au niveau des firewalls de vos réseaux, etc. pour éviter que n'importe qui se pointe chez vous. Jusqu'à ce qu'évidemment un phishing malencontreux arrive à percer les barrières. Et bon, donc là, cybersécu, c'est la première ligne de défense. C'est pas 100% de l'évitement d'une attaque, mais c'est déjà ça permet d'en éviter une bonne partie. Du coup, une fois qu'on peut supposer qu'il y a eu intrusion chez vous, le produit il va proposer un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il va éviter les failles à travers les mises à jour, notamment puisque un produit comme UDP travaille avec du SQL, peut utiliser du Java, peut utiliser un certain nombre d'environnements d'écosystèmes de SDK aussi. Donc, ce qui va être important, c'est que tout ça soit à jour. Donc, même si, par exemple, dans UDP 9, vous n'avez pas vu de nouveautés pertinentes par rapport à des fonctions, si vous êtes en UDP 7 ou 8, que sais-je, ou même d'autres produits, c'est toujours bien de savoir que utiliser un produit à jour, c'est aussi travailler sur un environnement à jour global et pas que côté Arserve. Et que d'un point de vue sécurité et failles éventuelles, en général, quand on fait évoluer les produits, on fait attention à ça. Et avoir des versions récentes, c'est pas Microsoft qui dira le contraire. Ça peut aussi être un bon point en termes d'amélioration et de bonnes pratiques. Ce qu'on voit par contre au niveau fonctionnel, mais ça date déjà de la 8, c'est de l'authentification multifacteur.
qui est vraiment une fonction qui se généralise un petit peu partout sur la plupart des produits qui se respectent au niveau du backup, mais pas que, évidemment. Nous, on va même le retrouver sur nos boîtiers de stockage immuable. Voilà, aujourd'hui, il ne faut pas être capable de parer à tout ce qui est tentative et tout ce qui est usurpation d'identité, bien sûr. Et le multifacteur, ça reste pour l'instant la méthode la plus efficace. Bon, on va parler dans les processus des exercices, de tester, tester ses sauvegardes, c'est un point important aussi. Comme je disais tout à l'heure, le produit, même si il n'y a pas forcément de faille par rapport à certaines choses sur la sauvegarde, même si ça peut arriver, on va pas se mentir. En tout cas, si des choses doivent arriver, si on a testé, si on a vérifié des choses en amont, en tout cas, on sera au courant et on n'aura pas de mauvaises surprises liées à une problématique de disque, problème d'infra, de version, que sais-je. Souvent, on cite aussi la partie formation. Là, ça rejoint la possibilité de phishing des fois, où voilà, bêtement, quelqu'un qui n'est pas assez alerté sur ces problématiques-là pourrait laisser rentrer un virus dans l'entreprise en cliquant malencontreusement sur un mauvais lien. Et puis, une des bonnes pratiques aussi classiques sur laquelle je vais revenir juste après, c'est les règles d'architecture de sauvegarde. Votre solution de sauvegarde, on a parlé de serveur de sauvegarde sur lequel on met de la cybersécu. À un moment donné, ce serveur de sauvegarde va déposer des données sur du disque. Il va falloir travailler sur plusieurs copies de données, je vais y aller, et respecter cette règle des 3-2-1 qui nous dit il faut au moins avoir 3 copies de ces données, 2 de sauvegarde sur des supports différents, si possible, dont un ailleurs. Et ça, j'ai envie de dire, c'était avant. Ces dernières années, notamment à cause des fameuses attaques cyber, on a rajouté un petit 1 derrière à la fin. Nos concurrents, je crois qu'un gros concurrent a rajouté un 0 derrière dans cette règle. Donc 3-2-1, c'est une règle un petit peu standard qu'on retrouve partout. Et puis après, je dirais que dernièrement, il a fallu renforcer un petit peu tout ça. Parce que la règle des 3-2-1 qui dit il faut avoir 2 copies de sauvegarde, dont une à l'extérieur, c'est déjà pas mal, effectivement. Mais une attaque cyber un petit peu méchante, alors a vite fait de se propager et de commencer peut-être à cibler la première copie de sauvegarde. Et si elle peut, et que l'attaque arrive à déterminer qu'il y a une copie qui est envoyée ailleurs, pour peu que le ailleurs soit relativement accessible, bon, l'attaque se propage et vous avez beau avoir 2, 3, 10 copies de vos sauvegardes, tout peut être infecté juste par la propagation du virus ou de la corruption. Donc on en est venu à devoir proposer et vraiment vous solliciter pour dire attention, la deuxième copie de sauvegarde, c'est un petit peu la copie de la dernière chance. Donc il y a intérêt à ce que celle-ci ne soit pas encryptable, ne soit pas qu'on puisse pas la corrompre. Et en gros, il y a 2 manières. C'est soit vous la mettez offline, c'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on n'a pas besoin de cette dernière copie, on la déconnecte. Donc ça, c'est déconnecter, la mettre offline, c'est typiquement ce que les gens qui sauvegardaient sur bande faisaient, ou devaient faire en tout cas, en sortant les bandes et en les mettant ailleurs. Donc ça, c'est pour ça que la bande, finalement, retrouve un petit peu d'intérêt ces derniers temps. Mais bon, elle a quand même aussi d'autres contraintes qui font qu'elle a quand même énormément perdu de terrain. Donc si on ne parle pas de stockage offline par déconnexion ou sortie de bande, on va parler de stockage immuable. Donc le stockage immuable, dans les bonnes pratiques, c'est dire, voilà, à partir du moment où j'écris quelque chose sur du stockage, sur mon stockage, et que c'est ma dernière copie de sauvegarde, je veux que ça inclue des notions d'immuabilité, de verrouillage. On parlera des verrouillages des données qui travaillent en mode objet, etc. Et voilà, ça c'est vraiment le renforcement où j'ai envie de dire aujourd'hui, si vous voulez être, je dirais, aligné sur ce qui serait les bonnes pratiques en matière de votre solution de sauvegarde, c'est de respecter un petit peu ça. Et voilà, d'un point de vue schématique, de se retrouver dans quelque chose qui pourrait ressembler à ça, avec vos prods à gauche. Première copie, donc sur laquelle les gens travaillent. La seconde copie, donc c'est la première sauvegarde sur le serveur, alors qui lui
va peut-être être vulnérable parce que lui, quelque part, il va avoir besoin de fournir de la performance quand même. Ça va être la première copie. On va optimiser le stockage, on va faire de la déduplication. Ce qu'on veut quand même, c'est que quand on a besoin de récupérer une info au quotidien, il n'y a pas que des attaques cyber, il y a des gens qui perdent des données des fois, qui vous demandent de restaurer des choses. Bon, ben, ça, il faut que ce soit en ligne, il faut que ce soit récupérable. Donc ça, bon, il faut quand même que le système soit là, soit en ligne pour le coup, inline, et qui puisse répondre à la demande de récupération d'informations. Par contre, là, ce qui sera très important, c'est que nos systèmes de sauvegarde, et c'est vrai qu'avec UDP, c'est assez simple, on puisse répliquer ça ailleurs, en envoyer une copie à différents endroits, sur du stockage immuable. Alors, le dessin, je l'ai mis en local. Donc, c'est bon, contre une attaque cyber, si j'ai une copie sur ma deuxième copie sur un stockage immuable, je suis bien, parce que l'attaque qui aura pu cibler ma première copie ne va pas se répliquer sur le second, ou en tout cas sur le stockage immuable. Derrière, je pourrais revenir en arrière. J'ai une garantie de récupération de mon contenu, même si je me suis fait hacker le partage derrière ce type de stockage. Maintenant, si je laisse mon stockage immuable sur le même site, bon, bah là, je suis pas paré contre tout ce qui est sinistre potentiel, feu, inondation, crash machine, etc. D'accord. Donc, bon, on pourra, bien sûr, avec UDP, déplacer tout ça et le mettre ailleurs. Et ce qui est très bien dans UDP, c'est qu'on a toute la techno pour répliquer ça. C'est complètement natif et c'est plutôt simple à mettre en place. Et c'est optimisé par des mécanismes de déduplication, etc. Donc ça, bah, tout ça, c'est mis en œuvre, c'est orchestré par UDP. Donc, si on revoit un petit peu les différentes phases, c'est UDP, c'est bon, c'est une bonne capacité à aller chercher différents environnements sources. Mais ça, je dirais que la plupart des produits de sauvegarde qui se respectent vont pouvoir chercher vos environnements virtuels, vos machines physiques, les applications. Pas de grosse surprise là-dessus. Bon, quand on fait évoluer UDP vers la V9, ça veut dire qu'on supporte les dernières versions de VMware avec la V8, de Windows 2019, ça on l'avait déjà, enfin 2022, pardon. Voilà, sur des nouvelles versions d'Oracle aussi, des petites subtilités. Là où après UDP va se différencier, c'est dans la manière dont ça va être stocké. Bon, UDP intègre des données 365, entre parenthèses, mais là, pour 365, on a souvent plutôt dans l'idée de traiter ça en mode cloud to cloud. Mais pourquoi pas, dans certains cas, utiliser UDP pour ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'UDP peut unifier tous ces types de sources sauvegardées, gérées depuis une seule console, et déposées sur du stockage optimisé, donc géré nativement par un service, voilà, qu'on embarque, qu'on appelle RPS, Recovery Point Server, et qui optimise par des duplications tout ce qui est stocké sur les disques du serveur de sauvegarde. Que ce soit sur la première copie ou sur la seconde. Donc, même si on doit envoyer une copie, et il faut envoyer une copie de ces sauvegardes ailleurs, si possible, si le ailleurs il est éloigné, à travers du WAN, parce que l'autre entrepôt de backup il est sur du cloud, chez un hébergeur ou à distance, et ben, de manière native dans UDP, on pourra bénéficier d'une réplication optimisée sur le réseau grâce aux fonctions natives d'UDP. C'est même pas soumis à licence supplémentaire en plus. Bon, en termes de copies supplémentaires de sauvegarde, on parle beaucoup aussi des fournisseurs de stockage en ligne qui proposent bien sûr d'héberger des copies, enfin du stockage divers et variés, soit c'est des copies de sauvegarde, soit c'est du stockage pour plein d'applications. Voilà, donc les Amazon, les Azure. Un acteur qui fait que ça, là, qui monte un peu en puissance, là, qui est Wasabi, qui propose des coûts assez attractifs en termes d'hébergement de stockage en ligne, avec lequel on travaille pas mal et pour lequel notamment, alors pas que, mais avec Google et Amazon, sur lesquels UDP peut envoyer des données directement dédupliquées sur ce stockage en ligne. Donc ça, c'est des choses à regarder aussi pour votre deuxième copie de sauvegarde. Je vais pas sur les aspects de restauration, juste remettre une couche sur le fait qu'il faut tester les sauvegardes pour valider leur restaurabilité. Voilà, on a des systèmes des fois qui dépendent d'un environnement où il y a du stockage, où il y a des systèmes, il y a différents types d'environnements.
c'est pas le jour où on a besoin de ces données qu'il faut s'apercevoir qu'il en manque des morceaux, ou il y a des choses qui n'avaient pas été prévues. Donc ça fait vraiment partie du plan organisationnel par rapport à la projection que vous devez faire en cas d'attaque et de sinistre. Là où UDP peut aussi vous aider sur justement ces tests et aller sur une étape supplémentaire en termes de continuité d'activité, c'est à travers des options comme Virtual Standby ou Instant VM, à savoir la capacité de prendre des backups et depuis ces backups, générer des environnements de secours. Et donc des environnements de secours prêts à être démarrés, donc en attente, en stand-by. Donc là, depuis les sauvegardes sources, alors avec Standby, c'est sauvegarde source Windows, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sous Hyper-V, VMware, Nutanix, j'ai mes backups de ça en première copie, voire en deuxième copie. Et ben, que ce soit de la première copie de sauvegarde ou la seconde, je peux dire à UDP, crée-moi un clone virtuel de ce que j'ai backupé. Et ça, on pourra le créer dans de l'Hyper-V, dans du VMware. On pourra le créer même chez Amazon ou chez Azure d'ailleurs. Et le garder en attente. Et cet environnement de secours sera remis à jour à chaque nouvelle sauvegarde, de manière incrémentale. Et voilà, en cas de souci, vous aurez votre clone de certaines machines prêt à être démarré, ou même sur des fins de test d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait utiliser ça comme si c'était votre machine de prod. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui est natif dans UDP, Virtual Standby. Il n'y a pas de licence par rapport à ça. Instant VM, c'est un petit peu la même chose, mais pas tout à fait, sauf qu'au lieu dans Instant VM, au lieu de créer la VM et d'avoir une VM qui est complète, qui est un clone vraiment de la prod, qui est prête à être démarrée, là, Instant VM, on va proposer de booter, de créer la VM à la demande. Donc, c'est sous forme depuis l'interface. On demande de créer une VM et de booter sur le backup. Donc, sur vraiment les sources, sur les sources, les disques backupés, on va proposer de booter directement dessus. Donc, c'est pas trop pour de la continuité, ou dans certains cas, pourquoi pas, plutôt pour des tests de machines. Et donc, voilà, pareil, on crée le clone de la machine backupée, mais par contre, on boot sur le backup de cette machine. Donc, c'est pas pareil que d'en avoir un clone avec des disques indépendants, etc. Mais là, bon, on ne rentre pas dans le détail non plus trop aujourd'hui. Alors, dans les bonnes pratiques, pourquoi pas, quand vous travaillez sur les PRA, sur les projets de continuité, normalement, vous travaillez aussi sur les niveaux de criticité des machines, ou est-ce que vous voulez de la continuité sans perte de données, donc ce qu'on appellerait les objectifs de point de récupération, les RPO, ou et aussi les temps de récupération, les RTO, Recovery Time Objective. Donc, c'est sûr que la sauvegarde, c'est quelque chose qui peut être effectué, en général, les gens font ça une fois par jour, mais sur des machines, on va pouvoir envisager plusieurs fois par jour. Donc, maintenir des environnements prêts à être démarrés, datés de la dernière sauvegarde. Pour des choses plus critiques, on peut travailler en continu. Là, on parle de techno qui est complètement différente de la sauvegarde. C'est des agents spécifiques de réplication en asynchrone, en temps réel, au niveau bloc. Donc voilà, ça c'est un sujet à part entière avec une techno qu'on appelle Continuous Availability, dont les agents peuvent se rattacher à la console UDP. Mais bon, c'est un produit à part entière qui a lui aussi sa propre console et qui travaille donc plutôt en réplication temps réel de fichiers, de bases de données, voire même de machines complètes. Mais là, c'est un sujet à part entière. Toute cette solution UDP, en tout cas sur la première copie de sauvegarde, le serveur de sauvegarde lui-même, vous pouvez tout à fait l'installer sur un environnement à vous, virtuel ou idéalement physique en général. Ou sinon, bien sûr, on a une offre appliance qui vous propose d'embarquer tout l'UDP, tout ce qu'on vient de voir avec les fonctionnalités exactement les mêmes, mais dans un serveur déjà complètement packagé, préinstallé, sous licence, avec bien sûr des volumétries à même d'embarquer les copies de vos sauvegardes de tous vos environnements sources supportés par UDP. D'accord ? Ça, c'est la première copie de sauvegarde, c'est celle qui doit être performante, qui doit rester en ligne si possible. Donc, on ne va pas se cacher qu'il peut être une machine vulnérable. On y met du Sophos dessus quand même.
Mais voilà, c'est votre copie de sauvegarde et il ne faut pas se contenter de cette copie-là. Donc, par rapport à la question, là, effectivement, il n'y a pas d'immuabilité sur cette première copie. Là, on reste vraiment sur un système standard UDP, qui est une machine Windows dans lequel le logiciel est installé et les volumes qui sont dedans, voilà, de 4 à 168 ou même, voire même plus sur la série X, on monte à 1 péta. Tout ça, c'est de l'écriture en mode bloc classique. Les disques sont en RAID, donc il y a la tolérance de panne. Mais voilà, si c'est une intrusion sur le système et qu'on me pète les fichiers, et ben, j'ai vraiment intérêt à avoir une copie supplémentaire. Donc la copie supplémentaire, elle va pouvoir être immuable. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, on recommande, alors, on ne recommande pas forcément, en tout cas si on veut, avec UDP, capitaliser sur la déduplication et les performances, de déposer du backup directement sur du stockage immuable. Le stockage immuable, en général, il est associé à du stockage en mode objet. Donc là, on n'est plus sur du mode RAID avec du mode bloc, etc. Et du coup, d'un point de vue performance, c'est pas forcément, si on cherche, tout dépend des niveaux de performance qu'on cherche, bien sûr, et du volume de données, en général, c'est pas la première copie de sauvegarde qu'on l'on préconise. C'est possible, sur quelques terras, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait avec d'autres produits concurrents qui sont moins bons en dédupe d'ailleurs. Vim, allez pour pas les citer, souvent le stockage immuable que nous on propose avec un des boîtiers qu'on appelle OneSafe peut être associé à du Vim en première copie de sauvegarde. D'accord. Avec UDP, à partir du moment où UDP, lui, va être bien meilleur en termes de déduplication, on va travailler plutôt avec du disque en local, mode RAID classique, bonne carte RAID, et après seulement, on va proposer la copie. De toute façon, il faut avoir deux copies quoi qu'il arrive. Donc, on va considérer que c'est vraiment la deuxième copie qui, elle, sera rendue immuable, envoyée dans du cloud, envoyée sur bande. Mais bon, aujourd'hui, c'est la manière dont on fonctionne. Après, rien n'empêche d'installer UDP. Alors là, ça ne vaut pas le coup de mettre ça dans une appliance, mais d'installer UDP au niveau logiciel sur une machine et faire en sorte que son stockage de backup atterrisse sur du OneSafe. Mais à ce moment-là, vous n'utilisez pas vous allez réduire, vous allez paramétrer la dédupe UDP de telle manière que vous travaillez avec de l'immuable et du mode objet. Le mode objet, attention, c'est d'un point de vue performance, c'est pas du tout pareil que du stockage classique en RAID, en mode bloc, etc. Donc voilà, en général, on travaille avec du bundle, appliance UDP ou un seul logiciel UDP sur du stockage classique couplé avec du OneSafe ou d'autres types de stockage d'ailleurs. Alors la bande, bon, il y en a qui font encore de la bande, mais il n'y a pas énormément de monde qui se lance à se remettre à la bande tout de suite. Mais bon, il se trouve que c'est une techno qu'on maîtrise depuis des années, puisque nous, on vient de là à l'origine. Arserve Backup, c'est le produit de sauvegarde sur bande historique que la plupart des gens connaissent. Bon, après, depuis quelques années, voilà, pas mal d'années, on est passé sur de la techno type UDP, où les gens ont quand même sont mis à beaucoup backuper sur disque. Et puis, bon, bah, il faut traiter la copie de backup sur disque, donc vers du cloud, vers d'autres typologies de disques, etc. Donc, mais bon, là, on a tout ce qu'il faut, évidemment, c'est pas le choix qui manque. Y compris au niveau du stockage immuable, puisque depuis 2 ans, on a une offre où on propose chez Arserve des boîtiers, donc OneSafe, je l'ai évoqué, qui proposent du stockage immuable. Mais là, voilà, là, c'est juste du stockage. Il n'y a pas de logiciel de sauvegarde. Faut voir ça comme un NAS. Hein. Un NAS un peu orienté coffre-fort, on va dire. Parce que là, les disques sont plugués dans le boîtier. Il n'y a pas de carte RAID. D'accord, on ne va pas travailler en mode bloc, on va travailler en mode objet. Un petit peu ou carrément comme les gens connaissent dans tout ce qui est Amazon S3, Wasabi, tous les gens qui font du stockage en ligne cloud vont en général proposer du stockage en mode objet et avec des options de verrouillage, d'object lock, comme on dit, pour proposer l'immuabilité ou pas. Ça, c'est intéressant et surtout pour les gens qui hébergent dans le cloud, c'est parce que ça fait du scale out, comme on dit, c'est évolutif. Quand on travaille avec ce type de stockage,
n'y a pas de question de partition qu'on doit agrandir, qu'on doit paramétrer. Il n'y a pas de notion de RAID de disque qui sont compliquées à étendre aussi. Voilà, le mode objet, c'est une autre philosophie de stockage qui propose l'immuabilité, qui propose de l'évolutivité aussi, qui propose quand même de la tolérance de panne. Même s'il n'y a pas de carte RAID, il y a une notion il y a bien sûr une couche logicielle derrière qui gère la distribution d'objets sur les disques, avec des notions de multiples copies d'objets, donc copie 2 ou copie 3, pour avoir bien sûr de la tolérance de panne entre 1 et 2 disques possibles sur un boîtier comme ça. Les boîtiers aujourd'hui, je ne sais plus, c'est 16, 17, je crois que je me demande si le max, c'est pas 18 disques qu'on peut mettre dedans. Donc ça, c'est une gamme que je ne vais pas forcément exposer là, mais qui évolue. Là, on parle de quelques Tera au début utiles, et puis après, on peut monter, comme vous le voyez là, en cumulant les boîtiers à 380 Tera utiles. Donc ça, c'est des choses qui évoluent quand on rajoute, quand on fait évoluer la gamme. Et ce qui serait intéressant aussi avec ces boîtiers OneSafe, c'est qu'on peut complètement les décorréler d'Arserv UDP. Comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de doubler le backup UDP avec du stockage performant classique avec du OneSafe sur la deuxième copie, vraiment la copie de la dernière chance, mais pas qu'avec UDP, ça se comporte comme du partage et du stockage NAS. Donc voilà, n'importe quel produit ou utilisateur qui a besoin de copier des données et d'avoir bénéficié de l'immuabilité peut utiliser OneSafe. Et pas forcément, OneSafe n'est pas dédié au backup UDP. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec. Voilà, donc ça après, derrière, c'est la garantie qu'on propose du rollback si on se fait hacker, si on se fait bousiller ces données sur le partage sur lequel on travaille sur le boîtier. Vous avez en interne des fonctionnalités de retour arrière et de récup à travers des objets qui, eux, ont été verrouillés et donc n'auront pas pu être altérés d'une quelconque manière. Donc ça, c'est le gros avantage de cette notion d'immuabilité. Donc là, comme je disais, qu'on propose souvent en association avec UDP. Là, j'ai parmi la slide avec les logos des concurrents, mais bon, là, on peut imaginer que vous avez n'importe quel autre produit du marché qui pourrait déposer ses backups sur OneSafe. Après, l'intérêt chez UDP, c'est que c'est assez simple de dire, ah ben non, le stockage OneSafe, je ne le mets pas à côté, je vais l'exporter, donc je vais mettre en place de la réplication, je vais rattacher le OneSafe à un service RPS, et là, je vais être très très bon en termes de réduction de la bande passante, des choses comme ça. Et toujours, sinon, si on veut externaliser vraiment sur du ailleurs, tous les choix possibles, il n'y a pas que OneSafe, bien sûr. Ça peut être Export Cloud, Band, voilà, c'est les efforts aujourd'hui, c'est se dire, voilà, à un moment donné, attention, mon serveur de sauvegarde, il est à risque. Et j'entends régulièrement parler de clients qui avaient soit de SolarServe ou même des solutions concurrentes qui sont hyper répandues, qui sont tellement répandues d'ailleurs qu'ils vont se faire hacker plus facilement que nous d'ailleurs, puisque des fois, plus vous êtes connu, je dirais, plus on va connaître vos failles, et qui se retrouvent le bec dans l'eau parce que leur première copie de sauvegarde est morte, quoi. Elle est rendue inaccessible. Et une attaque cyber qui est là pour faire de l'argent, elle va commencer par ça, et après, elle va paralyser la partie prod. Et si vous avez ni prod ni restauration sous la main, vous êtes un peu obligé de payer. Donc cette partie-là, export, externalisation sur d'autres supports, elle est importante. Et il faut vraiment l'assurer. Voilà, écoutez, pour cette mise à jour un petit peu, je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà au fait d'un petit peu ces sujets-là. C'est ce que je souhaitais évoquer ce matin avec vous à travers ce webinaire. Il y a quelques petites questions, je pense y avoir répondu. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques là-dessus. On arrête là encore.